Salut les gens, ici Fraisa, me voilà de retour pour une petite vidéo sous un autre angle comme vous pouvez le voir donc depuis mon canapé. Voilà, on voit ma collection donc derrière, la petite blanquette, non ça s'appelle pas comme ça ici, le petit plaid pardon, Dragon Ball que j'ai mis pour cacher la porte derrière, voilà. Et donc en fait du coup aujourd'hui, bien évidemment voilà, c'est la review donc du chapitre 51 de Dragon Ball Super. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur ce chapitre et du coup si je m'amuse vraiment à tout vous dire comme je l'avais fait pour la précédente vidéo, la vidéo aurait duré 300 ans, elle aurait duré 1 heure, non vraiment, elle aurait quasiment duré 1 heure je pense. Et donc pour pas vous perdre et qu'elle ne dure pas 1 heure, j'ai décidé en fait du coup de vous lire le petit résumé que l'on a fait avec mon site sur le site, que je vous mets d'ailleurs en description si vous voulez le lire. Et du coup de ce petit résumé, vous relevez les points importants, c'est-à-dire différents points en fait voilà essentiels de ce chapitre et après mon avis voilà sur le chapitre. Voilà, donc je pense construire la vidéo à peu près comme ceci. Voilà, du coup j'ai mon PC un petit peu là à côté, hein, donc je vais me pencher un peu, hop, on voit plus trop ma gueule, et je vais lire un peu tout ça. Donc on démarre le chapitre avec Moro qui retrouve toute sa jeunesse, donc après avoir avalé le reste de l'énergie de la planète Namek. Donc on les retrouve sur la planète Namek, voilà, et donc son fidèle bras droit, donc Sagambo, lui demande si la patrouille galactique, donc Goku et compagnie, sont morts parce qu'il les a vus disparaître. Et donc Moro lui explique que non, parmi eux il y a entre autres le grand Kaioshin et un autre gars, donc il parle de Sangoku, qui sont capables de maîtriser le déplacement instantané, donc le Shinkan Ido. Voilà, donc Sagambo lui demande alors, du coup après cette explication, qui ils doivent poursuivre en premier, vu qu'ils se sont séparés en 2 groupes. Hein. Et Moro lui dit de laisser tomber, en fait, de les laisser, que ce sont des êtres vivants à une forte ressource d'énergie, et que c'est rare dans cet univers et qu'il préfère donc les avoir comme animal de compagnie en pâturage dans l'espace. En gros, il veut s'en servir de bétail, quoi. En gros, il les met au pâturage et puis il s'en sert d'énergie quand bon lui semble, voilà. Et qu'en gros, il les tuera que s'ils gênent leur projet, voilà. Donc Moro demande à Sagambo de lui indiquer des planètes à fort potentiel d'énergie. Et ainsi quitte donc la planète Namek en la laissant pour morte, hein, parce qu'elle va mourir. Voilà, donc Sagambo lui explique donc à Moro qu'avant de se faire attraper par la patrouille galactique, ils avaient déjà mis avec ses acolytes un sacré bazar dans une grande partie de l'univers et que donc ils connaissent très bien les planètes d'une grande partie de l'univers et donc ils savent très bien où aller pour trouver des planètes à forte puissance d'énergie, voilà, avec une énergie potentielle suffisamment forte pour Moro. Et donc il envoie aussi parallèlement 3 sbires pour aller repérer un peu mieux les 4 coins de l'univers pour pouvoir mieux scier et être sûr et aller plus vite du coup dans les recherches de planètes pour donner de l'énergie à Molo. Voilà, donc on se retrouve ensuite après de nouveau au QG, donc le QG de la patrouille galactique. Le roi s'inquiète de l'évasion de tous les prisonniers, mais il est sorti trop vite de son bain tout nu. Heureusement, avec sa couronne sur la tête, cela va mieux. À ce sujet, Jaco apprend à Goku qu'il ne porte pas de pantalon sous sa peau. Voilà, donc je vais vous faire un petit peu un débriefing après là-dessus. Hein, donc c'est les petits points d'humour du chapitre. Bref, je continue donc. Goku demande si Eska et Boo sont arrivés au QG et ils se rencontrent au détour d'un couloir. Boo étant en pleine sieste, Goku indique que Vegeta n'est pas avec lui et pense qu'il est parti s'entraîner. De son côté, Vegeta s'aperçoit que Molo ne les poursuit pas. Il demande s'ils sont loin de la planète Erdrak et le patrouilleur lui indique qu'il faut 1 semaine pour y arriver. Donc Vegeta en profite donc pour se reposer. Il explique qu'il veut aller sur la planète Erdrak car bien que ses habitants ne soient pas puissants, ils possèdent une sorte de magie qui leur permettrait peut-être d'aider Vegeta à prendre sa revanche et à vaincre Molo, mais également à ne plus perdre contre qui que ce soit, ni même Kakaroto. Ensuite, on se retrouve sur la planète Zune, donc la bande de Sagambo saccage tout sur son passage, tuant un grand nombre de soldats et récupérant un coffre au trésor au passage. Les habitants ressemblent à Pui-Pui, voilà, pardon, hein, ils ressemblent à Pui-Pui, le sbire de Abidi, car il s'agit de sa planète, voilà, c'est un petit clin d'œil. Hein. Et donc une fois que tous les butins de la planète sont récupérés, le gang rejoint Molo, Sagambo, grondant au passage un de ses associés qui se nomme Sebensli.
Sevensley peut-être, hein, je vous expliquerai ça après, qui continuait de tuer en masse car il ne faut pas tuer plus que ça, le reste doit vie servant à l'énergie pour Molo. Voilà, donc ce dernier avale alors toute l'énergie de la planète. Voilà. Soudain, le reste de l'équipage, donc le trio des filles, qui est parti juste avant, hein, dans les précédentes images, donc sur une autre planète, appelle Sagambo pour lui indiquer que la planète a beaucoup de potentiel pour Molo. Elle se charge donc d'aller trouver et récupérer les trésors avant leur arrivée. Voilà, donc on se retrouve de nouveau au QG de la patrouille Galactis, donc Melus s'agace car Molo est trop loin d'eux et a déjà ravalé la planète Zoom. Donc il est même devenu plus fort. Melus pense que leur chance de le vaincre s'est évanouie. Goku demande alors à Melus s'il peut le tester pour voir sa vraie force. Voilà. Après un premier échange, Goku propose un vrai combat. Il se rend donc dans la salle d'entraînement que lui présente du coup Melus, donc la salle d'entraînement des patrouilleurs galactiques. Le combat prend rapidement de l'ampleur, les deux semblant à égalité lorsque Goku se transforme en Super Saiyajin 3. Jaco indique que si ce combat est juste un test, il pourrait leur montrer qu'il est une star du fitness. Oui, alors ça, c'est la déduction par rapport à la traduction de l'anglais au français. Hein. Moi, je vous traduirai ça à peu près après, un peu mieux, enfin en tout cas ce qui a été dit. Goku se transforme ensuite en Super Saiyajin God, mais la salle risque de craquer, donc il stoppe le combat. Goku indique qu'il a assez vu de la puissance de Melus qui cache bien son jeu. Il lui demande de l'entraîner car Melus possède des compétences et des mouvements que Goku n'a pas. Il lui dit que cela pourrait lui servir à maîtriser l'Ultra Instinct. Melus accepte de l'entraîner mais dans un autre endroit. Forcément vu que ça ne tient pas. Et donc sur la planète Jung, le trio des bandits de la prison galactique braque une nouvelle fois le coffre-fort pour récupérer le Blue Oram. Le leader indique qu'ils ont de la chance car la patrouille galactique est HS et tout ce qu'ils ont eu à faire c'est de faire croire qu'ils plaidaient allégeance à Molo. Getty, donc l'un des trois, le plus petit, appelle Sagambo pour lui dire que la planète était nulle et sans potentiel pour pouvoir continuer à faire comme bon leur semble et se faire les poches. Voilà. Donc ils mentent à Sagambo, hein, ils font genre que la planète ne valait rien pour pouvoir continuer du coup à faire leur petit train-train sur d'autres planètes. Voilà. Et j'ai mon truc qui vient de tomber derrière. Je reviens. Donc le leader donc se demande où il devrait se rendre pour la prochaine destination quand l'une de sa sœur du coup indique que il a entendu parler Jaco du fait que sur la planète Terre, le Blue Atom se nommerait Sky Gold, ce qui signifie donc qu'il y en a sur Terre. Voilà, donc eux ce qu'ils récupèrent, qu'ils considèrent comme de la grande valeur, c'est le Blue Atom. Oram, pardon, enfin bref, je sais pas trop comment prononcer ça. Hein. Et donc, en fait, il y en aurait donc sur Terre, c'est juste un autre nom, et du coup, ils décident de se rendre sur Terre, voilà. Et donc, le chapitre se termine avec Vegeta qui arrive sur la planète Yardrat. Voilà, voilà. Alors, du coup, je voulais faire le point sur 3-4 parties. D'abord, la partie humour de ce chapitre. Voilà, il y a pas mal d'humour dans ce petit chapitre. Et donc la première partie d'humour, en fait, c'est le roi qui sort de sa salle de bain à toute vitesse, voilà, pour poser les questions du coup au patrouilleur galactique qui devait sûrement surveiller derrière la porte. Voilà, pour lui dire c'est quoi cette histoire de prisonniers qui se sont absolument tous échappés. Voilà, parce que, d'ailleurs c'est précisé, hein, les prisonniers le précisent, mais c'est un petit peu le bordel au niveau des informations dans le quartier général, hein, du coup ce n'est pas remonté correctement aux oreilles du roi. Voilà, et donc le roi galactique se dépêchant de sortir de sa salle de bain, il est sorti bien évidemment encore avec de la mousse partout sur le corps et tout nu, voilà, il est sorti tout nu. Et donc les petits patrouilleurs galactiques qui avaient derrière la porte s'exclament « Oh mais mon roi, c'est quoi cette tenue disgracieuse? Il faut que vous portiez quelque chose, allez vous habiller ». Voilà, et donc t'en as un après qui court, attendez un instant, je vais aller vous chercher votre couronne. Il met sa couronne sur la tête et ça y est, voilà, il est habillé. Donc en gros le roi ne s'habille que de sa couronne, sans sa couronne il est tout nu, voilà c'est le gag, hein. Sans sa couronne il est tout nu, avec sa couronne il est habillé. Voilà, voilà, sinon il est à poil en vrai, hein, mais bon, bref voilà, c'est le gag, et donc du coup fait d'ailleurs la réflexion, Goku du coup fait la réflexion, et il dit à Jaco, mais en fait au final il est tout nu quoi. Et Jaco lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes, tu vois bien qu'il porte sa couronne.
Voilà, c'est un petit gag qui m'a beaucoup fait rire d'ailleurs, hein, j'adore beaucoup. Et d'ailleurs, du coup, Jaco en profite pour préciser à Goku que il ne porte rien en bas. Voilà, son bas, c'est sa peau, c'est sa vraie peau, il ne porte absolument rien. Et ça, je vais vous expliquer un petit peu après pour une autre partie en fait, du coup. Mais bon voilà, donc voilà, c'est... Et du coup Goku lui dit, bah, décidément je comprends pas, c'est quoi votre bon sens à vous, hein, le sens commun des choses. Bref, du coup, ensuite, deuxième partie donc du comique dans le chapitre, c'est Jaco qui passe son temps à se faire ignorer, voilà. Il commence d'abord par se faire ignorer par le roi, hein. Donc le roi demande comment c'est possible que tous les prisonniers aient pu s'échapper et qu'il n'ait pas réussi à faire quoi que ce soit, enfin bref. Et donc Jaco se précipite, se courbe, s'excuse en tant que grande élite qui n'est rien pu faire. Et en fait, le roi l'ignore et continue à parler à Mels comme si Jaco n'existait pas. Et donc la partie ignorons Jaco continue un peu plus tard en fait, lorsque Goku s'en prend à Mels quand il veut tester sa puissance. Là c'est mon chat qui vient de faire tomber le truc. Le chat. Je reviens. Voilà, donc me voilà de retour. Donc j'en étais donc à Jaco qui se fait ignorer du coup par tout le monde. Et donc la deuxième fois où il se fait ignorer, c'est Goku avec Melse. Voilà, donc Goku qui tente de tester la vraie force de Melse. Et donc Jaco qui s'étonne hein, et qui lui sort mais qu'est-ce qu'il y a Melse, il a dit quelque chose qu'il fallait pas, qui t'a pas plu. Puis après il insiste, hein, quoi, c'est pas bien les disputes. Voilà. J'ai mes pages en même temps, hein, j'ai pris des notes. Voilà. Hein. Et donc, du coup, voilà, donc... et puis, il continue à faire son petit speech tout seul, hein, parce qu'au final, il se fait ignorer. Et donc, il lui dit, non, mais regarde sa tête, il a du charme, tu trouves pas? Puis, regarde sa frange, on peut en dire ce qu'on veut, mais elle est vraiment coupée, trop courte. Bref, petite vanne sur la frange de Mels, hein, il fallait bien que ça arrive. Voilà. Et donc, du coup, après, ils finissent par se battre dans la salle de combat. Et donc, Jaco s'aperçoit que ce n'est pas une dispute. Hein. Il le dit, on dirait bien que, et au final, ils n'ont pas l'air de se disputer. Et Eska, du coup, lui précise que oui, il est en train d'essayer il est en train de regarder la force de Mels. Voilà. Et donc, Jaco, il dit, dans ce cas-là, pourquoi ne pas regarder les chiffres d'évaluation de force physique de cette année? Voilà, c'est vraiment une perte de temps, en gros, ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Et donc, du coup, il vit d'ailleurs, pour ce qui est de ma personne, hein, il se trouve que je suis premier depuis 3 ans consécutivement pour ce qui est de souplesse du haut du corps. Voilà. C'est donc ce qui est dit, hein. C'est pas une question de fitness, là ça a été résumé en fitness, c'était assez compliqué à traduire, j'avoue. Je pense que les Anglais qui ont traduit ça ont eu du mal, et du coup forcément ils ont adapté ça comme ils pouvaient pour que ça soit un petit peu humoristique, et que du coup de l'adaptation en anglais pour après être l'adaptation en français, ça a encore changé. Bref, mais en fait il parle de souplesse au niveau du haut du corps en fait, donc il est très souple, voilà, au niveau du haut du corps. Et pour ce qui est de l'agilité, voilà, du coup au niveau du haut du corps, c'est le numéro 1 de la patrouille galactique depuis 3 ans consécutifs. Voilà, donc Jaco qui encore fait ses propres éloges, hein. Voilà, donc ça c'était pour les petites parties humour, voilà. Ensuite, je veux faire une autre petite partie, donc une autre catégorie, donc les choses à retenir, les choses intéressantes dans ce chapitre que l'on apprend. Du coup, alors Goku veut toujours maîtriser l'ultra instinct, hein, et du coup Goku cherche à maîtriser l'ultra instinct, voilà. Il ne dit pas le terme ultra instinct dans ce chapitre, hein, mais il en parle, attendez, je vais prendre le chapitre, hop. Ça va être plus simple avec le truc devant moi. Voilà. Et donc, il explique à Mels qu'il a il a une technique qu'il faut absolument qu'il arrive à maîtriser et qu'il n'y arrive pas pour l'instant. Et qu'avec cette technique, son corps bouge automatiquement et que par conséquent, aspirer l'énergie par mollo ça pourrait du coup servir pour contrer ça, enfin pour pouvoir réussir à venir à bout de mollo sans se faire absorber l'énergie. Voilà, donc c'est l'idée de Sangoku du coup, voilà. Et donc il lui dit que
Melse a des techniques et des manières de bouger que lui il ignore, les techniques d'esquive, et qui voit un autre monde que lui. Du coup c'est pas du tout le même genre d'arts martiaux qu'il pratique, et que du coup il pense qu'il pourrait l'aider à maîtriser cette fameuse technique qu'il veut maîtriser, ou en tout cas du moins s'approcher le plus possible de la maîtrise de cette technique. Voilà, donc il veut se servir de Mels pour réussir à s'approcher le plus possible de la maîtrise de l'ultra instinct. Voilà, donc ça c'est un premier point important qu'on apprend dans ce chapitre. Ensuite, deuxième point important, du coup, Vegeta qui veut se rendre sur la planète Yardrat. Donc on apprend pourquoi, beaucoup se demandaient si c'était pour le déplacement instantané, mais pas du tout. Comme moi je l'avais déjà d'ailleurs dit dans ma précédente review sur le chapitre, les Yardrats maîtrisent énormément de magie. Voilà, ils maîtrisent la magie et des techniques du coup particulières comme le déplacement instantané, et donc ce n'est pas forcément le déplacement instantané que Vegeta veut aller apprendre sur la planète Yardrat. En fait il veut, voilà, il sait que c'est des êtres qui sont faibles, il le dit, ce sont des êtres qui sont faibles mais qui possèdent énormément de techniques de pouvoirs magiques, bref, de techniques de magie, dont le déplacement instantané que maîtrise Goku, et que ces techniques pourraient l'aider du coup à ne plus perdre face à Molo, ni face au Frisionnés, et encore moins face à Kakaroto. Voilà, il est déterminé, il ne veut plus perdre contre personne, et même pas contre Kakaroto, donc il espère que les Yardrats lui apprendront des techniques qui lui permettront de ne plus perdre contre Kakaroto et Molo et tout ça. Voilà, voilà. Et ce, malgré son orgueil et sa fierté, contre sa fierté et ses, comment dire, et ses principes de Saiyan. Voilà, parce que dans le chapitre d'avant, il a pété un câble en disant que voilà, les Saiyans à la base, c'est des guerriers, ils sont nés pour être, pour combattre, pour ne dépendre de personne, et dépendre uniquement de leur propre force et de leur propre technique, de ne dépendre d'aucun autre artifice. Et là, il se trouve qu'il est obligé d'aller dépendre d'un autre artifice pour pouvoir battre et ne pas perdre. Et donc ça l'énerve, voilà. Mais malgré ça, du coup, il va aller sur Yardrat pour venir à bout de Molo, pour apprendre quelque chose. Voilà, voilà. Et ensuite d'ailleurs aussi on a Illico, donc le petit conducteur de la patrouille galactique, là, celui qui est au volant du vaisseau spatial. Il y a un autre passage du coup où il lui dit que Sagambo, le vaisseau de Sagambo, du coup on apprend que le vaisseau de Sagambo est l'un des vaisseaux, et le vaisseau d'ailleurs le plus rapide de tout l'univers, et que du coup à partir du moment où il rentre dans une hyper vitesse, il n'est plus détectable par les radars de la patrouille galactique, donc ils sont indétectables. Voilà, Molo fait ses activités tranquillement sans pouvoir indétectable, en tout cas quand il se déplace, par la patrouille galactique, et donc ils sont inchopables quasiment. Voilà, et donc Vegeta lui précise que de toute façon, à part Molo, tous les autres sbires ont un niveau complètement dérisoire qui en gros ne vaut pas la peine de s'inquiéter, et que même son fils pourrait en venir à bout en un rien de temps. Et du coup Illico est surpris, il lui dit: ah non, t'as un fils toi? Il me fait: oui, pourquoi, c'est mal? Et puis il lui dit: non, non, c'est juste que ça me surprend en venant de toi. Voilà, ça lui surprend qu'un type comme ça ait un fils. Voilà, donc c'est un petit moment moi aussi que j'ai beaucoup aimé dans le chapitre. Et ensuite, donc, du coup, autre petit point donc que l'on apprend, on apprend le nom d'un des guerriers, d'un des prisonniers en fait, qui est aux côtés de Sagambo, celui qui ressemble à Hit, voilà, enfin qui ressemble en tout cas de près ou de loin à Hit, qui est peut-être de la même espèce que lui, on n'en sait rien. Mais bon, donc celui qui ressemble un petit peu à Hit, du coup, s'appelle Seven Slee, voilà. Seven Slee en japonais. Et en fait, moi quand je lis ça, la première chose qui me vient à l'idée, c'est Seven et Slee, donc 7-3. Voilà, le gars il s'appelle 7-3. Il s'appelle 7-3, donc Seven Slee en anglais. Et donc c'est resté en japonais, ça se dit pareil. Et voilà, je ne sais pas du tout d'où ça vient, je ne sais pas si c'est vraiment ça la référence, mais moi en tout cas c'est ce que ça me vient, parce que Seven Slee, pour moi je ne vois rien du tout, je ne vois rien d'autre, voilà, je ne vois pas de ce que ça pourrait venir. Ensuite, autre point du coup important du chapitre que l'on apprend, donc c'est que comment dire,
le gang des 3 frères, là, enfin des 3 frères, il y a une fille dans l'eau, hein, mais donc le gang des 3 frères, du coup, est retourné sur la planète où ils étaient déjà avant de se faire attraper par Mels et Jaco, pour continuer ce qu'ils avaient commencé, c'est-à-dire récupérer le Blue Holum, donc Blue Holum, sachant que Blue ça veut dire bleu, voilà, et Holum en latin ça veut dire or en fait, donc c'est de l'or bleu, voilà. Donc ils récupèrent de l'or bleu, et donc ils braquent le coffre-fort, enfin ils braquent le truc qu'ils avaient braqué déjà avant pour récupérer leur fameux or bleu, et ils précisent du coup qu'ils font semblant de suivre Molo. Je reviens. Et donc ils précisent qu'ils font semblant de suivre Molo pour pouvoir faire leur méfait en fait, voilà, comme le boulot en fait aux côtés de Molo consiste à trouver des planètes que Molo puisse absorber l'énergie et récupérer le butin pour tout le monde, hein, pour la team, pour Molo aussi. Du coup, eux ils font semblant de coopérer et de chercher des planètes pour Molo, et en fait du coup après le petit, on apprend également son nom du coup. Alors attendez, enfin je sais pas si on le savait déjà avant en tout cas, mais là ils nous le disent clairement, c'est le tout petit qui a la petite crête sur le haut de la tête, voilà. Il s'appelle Getty, voilà. Donc Getty passe un coup de téléphone à Sagambo pour lui dire que en fait la planète sur laquelle ils étaient, elle est nulle, il n'y a rien, il n'y a pas d'énergie vraiment intéressante ni de grands trésors, et que du coup ils s'en vont vers trouver une autre planète, voilà. Et il raccroche. En fait, il a menti, hein, voilà, il a menti, ils ont juste accaparé le trésor pour eux tout seuls, et ils vont continuer du coup à faire les trucs pour eux et pas pour Molo, en faisant semblant de bosser pour Molo. Et du coup, le chef des 3 se demande sur quelle planète ils devraient aller pour leur prochain méfait. Et en fait, la sœur, du coup, la Miss, on apprend qu'elle a des très très bonnes oreilles, et qu'avant, quand la patrouille galactique est venue à leur pourchasse, et qui sont allés les arrêter, qu'ils étaient dans le vaisseau. En fait, elle a entendu du vaisseau, elle a de super bonnes oreilles, elle a entendu Jaco dire que sur Terre, le Blue Holum, donc l'or bleu, en gros s'appelait le Sky Gold. Voilà, donc le ciel doré. Voilà, le ciel d'or. Voilà, voilà. Donc le Sky Gold. Donc sur Terre, ça s'appelle Sky Gold. Ce qui veut dire que sur Terre, il y a aussi du coup du Blue Holum, donc du l'or bleu. Sauf que ça a juste un autre nom. Donc du coup, ils ont décidé que leur... Mon chat qui fait ses griffes. Ils ont décidé que leur prochaine destination serait la Terre. Voilà. Et là, c'est super important, c'est super intéressant parce qu'en fait, ça veut dire qu'on va sûrement voir d'autres guerriers Z dans ce chapitre. Voilà, ça ne sera pas que Vegeta et Goku à l'affiche, hein. On va avoir aussi des petits épisodes du coup sur Terre avec d'autres guerriers Z. Et donc moi je miserais plutôt en fait sur Trunks et Goten, voilà, parce qu'on n'arrête pas de nous parler pas mal des gamins qui seraient capables de les battre, de battre les machins, parce qu'en fait c'est du menu fretin patati patata. Même la Vegeta dans ce chapitre du coup précise que son fils pourrait les battre sans problème. Donc moi je pense plutôt que du coup c'est pas du hasard qui parle du fils de Vegeta, compagnie et tout ça, et que on aura sûrement du coup les gamins, sûrement Goten, ça pourquoi pas, pour rajouter un petit peu encore plus d'humour dans cet arc, qui vont du coup s'occuper des bandits. Voilà, voilà. À la place du coup des patrouilleurs galactiques qui eux sont occupés avec Molo. Voilà. Ensuite, autre partie importante du coup dans ce chapitre, les clins d'œil. Les clins d'œil, il y en a énormément et ils sont super importants dans ce chapitre. Et c'est vachement cool, moi j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé ces petits clins d'œil. Ça commence avec la planète Zoom en fait, la planète Zoom, du coup, qui est la planète de Pui-Pui. Voilà, Pui-Pui qui était donc un des sbires de Babidi dans l'arc Boo, pour ceux qui ne voient pas de qui il s'agit, mais je doute que vous ne voyez pas de qui il s'agit. Donc voilà, donc on voit beaucoup de guerriers qui ressemblent entre autres à Pui-Pui, et pas que d'ailleurs, à quelques-uns de l'armée de Frieza, il me semble, hein. Il y a des guerriers qui ressemblaient à ce que l'on peut voir du coup parmi les guerriers de la planète Zoom. Donc du coup on nous montre la planète Zoom avec ses habitants, voilà, dont était issu Pui-Pui. Voilà. Ensuite, deuxième clin d'œil, le pantalon de Jaco. Oui, 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 mesdames et messieurs, le pantalon de Jaco qu'il n'a pas. Voilà. On apprend qu'il est tout nu en fait en bas, et c'est pas la première fois que l'on apprend, tout simplement. Jaco vient du bouquin, du manga Patrouilleur Galactique Jaco.
Et donc dans ce bouquin, en fait, il y a exactement la même vanne, c'est-à-dire où il apprend à la sœur de Bulma qu'en fait il ne porte pas de pantalon, que c'est sa peau tout simplement, qu'il est tout nu en bas. Il l'apprend également dans ce manga. J'ai mon truc qui est encore tombé, c'est pas grave, hein. Il l'apprend donc dans ce manga également, et donc en fait c'est juste pour la référence, voilà, pour l'avoir également dans ce manga là. Bref, voilà. Et enfin, dernière petite clin d'œil, dernière petite référence en fait, donc les minettes, les meufs qui sont sur la planète et qui écrasent des monstres, du coup qui appellent Sagambo pour lui dire que il y a qu'ils ont trouvé une planète avec une forte puissance d'énergie et avec également des bestioles qui sont assez puissantes et qui potentiellement peuvent posséder beaucoup d'énergie. Ces fameuses bébêtes, c'est pas la première fois qu'on les voit, elles ne sortent pas de nulle part, justement ces fameux habitants de cette planète. Elles viennent d'une illustration de Dragon Ball GT que a fait Papa Toriyama, que je vous mets là. Voilà, voilà. Et donc comme vous le voyez, donc elles ne sortent pas de nulle part. C'est encore une fois un clin d'œil, une référence de la part de Monsieur Toyotaro. Voilà, voilà. Et donc je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous dire sur le chapitre. Voilà, on apprend énormément de choses. C'est un chapitre super intéressant où on voit du coup chacun de son côté faire ses actions. D'ailleurs le titre du chapitre en lui-même c'est actions respectives. Donc c'est les actions respectives de chacun aux quatre coins de l'espace, hein. Donc chacun dans son coin, ce qui fait, ce qui s'y passe sur plusieurs jours consécutifs, voire même semaines. Enfin non, pas semaines, plusieurs jours. Parce que Vegeta est censé arriver sur la planète Yardrat après une semaine. Voilà, il met une semaine pour arriver sur la planète Yardrat. Donc c'est ce qui se passe un peu sur plusieurs jours. Voilà. Voilà. Écoutez, ben voilà, j'ai fini de faire du coup ma petite analyse, ma petite review de ce chapitre. Alors moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? Écoutez, moi j'ai adoré ce chapitre, hein. C'est un très bon chapitre intermédiaire comme je ne cesse de vous le répéter là. Voilà, on apprend énormément de choses. Moi j'ai beaucoup aimé les petits points d'humour, voilà, ça m'a fait énormément rire. Alors après, ça fait peut-être moins rire pour certains quand on ne lit pas dans la langue originelle. Suivant les traductions qui ont été faites, mais en tout cas moi j'ai énormément ri, j'ai trouvé ça très drôle et ça fait plaisir de l'humour comme ça également dans un chapitre qui pour l'instant, un arc qui pour l'instant est assez sombre quand même, hein, il faut dire ce qui est. On apprend également des noms et moi ça me plaît, ça j'aime bien savoir comment les personnages s'appellent, voilà, donc l'autre qui s'appelle Sevensley là, ça me travaille, j'aimerais bien beaucoup savoir de où vient ce nom et pourquoi en fait. Parce que pour moi, Sevensley, c'est vraiment 7-3 quoi. 7-3. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle 7-3? Il vient du 7-3, ouais. Bref. Bon, écoutez, voilà, moi, à part ça, ce qui m'a plu dans ce chapitre, voilà, c'est à peu près c'est ce que je vous ai décortiqué par partie. Hein. Donc la partie humour, la partie les choses intéressantes que l'on apprend, et puis la partie clin d'œil. Voilà, c'est ces 3 points-là qui m'ont énormément plu dans ce chapitre. Je ne mettrai pas de notes, hein. Je ne suis pas douée pour mettre des notes parce que moi je serais capable de mettre des 10 sur 10 carrément à tous les chapitres, enfin en tout cas ceux qui me plaisent, et celui-là m'a beaucoup plu et quasiment tous les chapitres de toute façon de cet arc me plaisent énormément. Voilà, plus ça va, plus je suis à fond dedans et plus j'ai envie de savoir la suite. Et non franchement c'est génial, franchement ce chapitre il fonctionne très bien, voilà, humour, chose importante et puis pas mal d'action entre guillemets, à par-ci par-là. Bref, c'est très bien. J'ai qu'une hâte, c'est du coup lire la suite. Et puis écoutez, voilà, je sais pas quoi vous rajouter d'autre, hein. Si vous avez comment dire, eu un autre ressenti par rapport au mien, c'est-à-dire si vous n'avez pas aimé ce chapitre par exemple, voilà, ou je sais pas si vous avez des choses à rajouter par rapport à moi, ce que j'ai dit, n'hésitez pas, hein, faites-le en commentaire. Moi je suis très ouverte, hein, vous le savez, dans mes vidéos je réponds souvent aux commentaires, en tout cas je les like quasiment tous. C'est une manière pour moi aussi de montrer que j'ai lu le commentaire en fait, voilà. Quand je sais que quand il y a un petit cœur sur le commentaire, ça veut dire que je l'ai lu, voilà. Ça veut dire que je l'ai lu, et donc je réponds pas forcément à tout le monde, mais en général je réponds quand même pas mal. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce chapitre et ce que vous attendez de la suite. Voilà. Et donc bah, écoutez, je vais vous laisser là, hein, et puis j'espère que ce format de vidéo, j'arriverai à l'améliorer de plus en plus, hein.
parce que je débute et que c'est suite à une réclame de vous en fait. C'est parce que vous m'avez demandé de faire des reviews de chapitres de Dragon Ball Super que je me suis lancée. Voilà, donc c'est que la deuxième fois que je le fais. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo review de chapitres Dragon Ball Super. Au revoir. Pour soutenir ma chaîne, un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, ou bien sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci d'avance. Et l'on n'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Freza_Sama, et sur Facebook, Freza0Sama. Vous pouvez également me retrouver en tant que traductrice sur le site d'information Dragon Ball Super France. À bientôt!